Bienvenue pour ce premier épisode de Conversation infiltrée, série d'entretiens dans laquelle nous avons recueilli la parole d'avocats, consultantes, lobbyistes ou encore ingénieurs. Parcours scolaire exemplaire et position de cadre, ils et elles ont tout pour être de parfaits petits bourgeois gardiens de l'ordre établi. Et pourtant, chacun à leur manière, ils doutent, aspirent à le transformer, voire se risquent à l'affronter. Une partie plus aisée financièrement est en train de détruire ce projet républicain. Insensibilité humaine. Une société qui est en train de basculer dans le préfascisme. L'élite est en train de calciner la planète. Que faire ? Enfourcher le tigre, et donc le domestiquer. C'est ce que j'appellerais volontiers la dialectique du cadre. Pas ses premiers de cordée, pas la paroi. Stupidité structurellement induite. Et moi, ce que je veux, c'est un débordement de l'espérance. On ne peut pas se permettre d'attendre. C'est là qu'est la lutte. Ici, maintenant, trouver des complices, des camarades de lutte. Toute ma vie, j'ai désobéi. Voilà, enfant de la Boétie. Un cadre supérieur qui défroque, alors ça, il n'y a pas plus émouvant qu'une chose pareille. Aujourd'hui, nous recevons Frédéric. Il nous raconte son parcours d'avocat, débuté dans le droit des affaires avant de bifurquer vers le droit du travail, nous partage ses constats sur l'évolution de la justice qui, dans des logiques comptables, s'éloigne progressivement de ses grands principes et des citoyens, et nous décrit les impacts des réformes successives du Code du travail qui, par les conditions de rupture d'un contrat ou la création du statut d'auto-entrepreneur, affaiblissent les travailleurs au profit du capital. Alors, je viens d'un milieu tout à fait bourgeois et catholique de province. J'étais enfant de chœur, scout d'Europe. J'ai suivi une scolarité qu'on va appeler brillante. Mes parents regrettaient que je n'aille pas dans les grandes écoles et que je fasse pas les grands concours. Et j'ai donc fait la fac de droit. Personnellement et individuellement, j'ai conscience ou l'impression d'avoir idéologiquement évolué vers le moment de la terminale, premières années de fac, où j'ai découvert le situationnisme, l'anarchisme, les mouvements de gauche, la remise en cause de tout un monde dont je venais, qui m'a pris un certain temps à évoluer. Même dans un milieu bourgeois et notable, la militance politique, alors la dissidence politique est très mal vue, elle est vue comme une opposition, mais la militance politique n'est pas nécessairement si elle se fait dans un cadre institutionnel. Et quelque part, le fait de suivre mes potes à l'UNEF et de petit à petit institutionnaliser cette militance dans une élection du travail ou une activité militante, même dans un milieu bourgeois, c'est plutôt mieux vu que d'avoir un discours purement contestataire ou rebelle qui ne se traduit pas par une activité militante et qui du coup dans l'imaginaire bourgeois devient le squatteur, le SDF, le pauvre. Donc c'était pas si en contradiction que ça. Au sein de la fac de droit, j'ai donc naturellement suivi des parcours d'excellence, dont le droit des affaires, qui était à l'époque la filière reine, avec du coup un DESS de droit des affaires. Quand je suis arrivé en fin d'études, dans ma tête, je ferai du droit du travail et je serai du bon côté, etc. Mais en pratique, j'avais aucun débouché, rien. Et dans ma famille et dans mes relations, j'ai des gens qui travaillent dans le droit, de la famille avocat, et tout le monde était dans le droit des affaires. Tout le monde me disait c'est là que ça se passe, etc. Donc j'ai fait mes stages dedans, etc. Et j'arrive au DESS, maintenant c'est quoi, Master 2, un master de droit des affaires, dont j'étais assez fier d'être en position déjà un peu oppositionnelle, en disant moi le fiscal ça me concerne pas, je suis que le droit du travail, je m'en fiche, j'en fais pas. Et du coup je faisais que du droit du travail. Et par chance, j'ai majoré le certif de droit du travail. Et du coup j'avais le droit à un prix.
Or, tous les prix étaient remis par des grands cabinets parisiens qui sont venus remettre le prix. Et puis, en droit du travail, le grand cabinet de droit du travail vient et me dit « Ah, mais nous, on n'a pas de place cette année, on a déjà recruté, etc. Donc, on n'a rien à vous offrir. » Je dis « Bon, c'est pas grave, je m'en fiche, je viens juste pour le prix. » Et je prends mon chèque. Et puis là, il y a un autre qui remettait le prix en fiscal qui vient me voir et qui me dit je sais, vous faites pas trop de fiscal, mais nous, on cherche quelqu'un. Et on cherche quelqu'un qui est dans votre ville parce qu'on a nous-mêmes un associé qui, pour des raisons personnelles, est dans votre ville de province. Mais il est tout seul, il vient à Paris de temps en temps, il aimerait bien avoir quelqu'un. Peut-être ça peut vous intéresser. Je dis, le fiscal, c'est ma némésis, ça va être un peu compliqué. Chez nous, on entre, on n'y connaît rien. On sort, on est un spécialiste, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Écoutez, si je dois pas quitter ma région, si vous m'offrez un bon salaire et si en plus vous me formez, je vais pas faire le bagel, ok. Il se trouve que le gars était jeune, super sympa, je m'entends d'ailleurs encore très bien avec lui aujourd'hui et je regrette absolument pas ces 2 ans où du coup j'ai compris les mécanismes des fusions-acquisitions, des plus-values, des comptas, des restructurations, d'à quoi servent les fiscalistes dans l'histoire, qu'est-ce que c'est qu'une FUSAC, qu'est-ce que c'est qu'un audit, et c'était à la fois très stimulant parce que c'était ce gros cabinet qui était à Paris, on y allait 2-3 fois par semaine, et en même temps j'avais un patron qui était jeune, cool, sympa. Donc j'avais pas de raison de me plaindre, et j'étais en train de me dire finalement faire de la fiscalité, pourquoi pas, puis on verra bien où ça me mène, puis on verra bien comment je m'en sers. Sur le plan des idées en soi, je n'étais pas encore à déceler les incohérences profondes qu'il y avait entre le système des plus-values françaises et la théorie marxiste du capital. Mais alors, pratiquement, mes idées politiques se traduisaient en termes de militantisme par le syndicat étudiant. Du coup, j'étais à l'UNFID, j'ai été élu, je participais à différentes mobilisations. Et puis quand on arrive dans le milieu du travail, tout ça disparaît. Et je me suis retrouvé sans attache militante et dans un milieu où je n'étais entouré que de personnes qui l'étaient. Et du coup, c'était presque naturel de se dire, finalement, le boulot, c'est le boulot. Le militantisme, peut-être que ça reviendra, peut-être que ça reviendra pas, peut-être qu'il y aura des occasions. Mais je le vivais pas, en tout cas, comme une incompatibilité ou une incohérence sur le moment. Plus comme le chemin militant qui s'éloigne naturellement, et puis l'entrée dans le monde du travail qui se fait dans une matière qui paraît éloignée du militantisme, mais qui, pourquoi pas, pourrait me donner des clés de compréhension pour l'avenir. J'ai exercé 2 ans, jusqu'à ce que, comme ça arrive beaucoup dans le milieu des avocats et de droit des affaires, il y ait une fusion de mon employeur avec un autre gros cabinet. Comme moi j'étais désespérément attaché à ma terre régionale, il n'y avait de place qu'à Paris, et je ne voulais pas aller dans la capitale parce que je commençais déjà à changer un peu ma vision des choses et à voir que je n'avais peut-être pas envie de participer à ce point au fonctionnement de la machine.
Et du coup, je suis entré dans un cabinet local de la place généraliste. Et au sein de ce cabinet, j'ai redéveloppé ma passion pour le droit du travail. Initialement, dans l'idée de faire du droit du travail pour les salariés, avec l'idée que je réaliserais peut-être une forme d'idéal de faire le bien, d'être du bon côté. Puis je me suis rendu compte que dans la réalité de la pratique du métier d'avocat, les choses ne sont pas aussi claires que le bien, le mal, le gentil, le méchant. Et du coup, je me suis mis à travailler des deux côtés jusqu'à ce que ça suffise à pouvoir assurer ma propre existence et à me lancer tout seul. Et ça doit faire 10 ans que je fais principalement du droit du travail. Comme j'ai été formé dans un milieu de droit des affaires, j'étais très vite confronté à une perte d'angélisme sur les motivations des uns et des autres, le droit comme norme absolue. Voilà, du côté employeur, j'ai bien compris que le but c'était d'optimiser les règles pour prendre le moindre risque et arriver à ses objectifs. J'étais un peu plus angélique du côté salarié, pensant par essence que a priori le salarié est légitime. J'ai quand même vu au tout début un de mes premiers contentieux pour les salariés entre guillemets de masse, où j'ai eu plusieurs dossiers du même genre. C'était des requalifications de contrats de travail précaires vis-à-vis d'un employeur qui avait la particularité de n'embaucher que des précaires. Sauf que la particularité, c'était que c'était dans un milieu, pas le BTP, pas des milieux où la précarisation est habituelle, mais un milieu plutôt étonnant qui est la recherche médicale. Et où du coup les précaires étaient en réalité des médecins ou des infirmiers ou des personnels relativement qualifiés. Donc je me suis rendu compte que oui, à l'intérieur il y avait des gens qui légitimement étaient en situation de précarisation et dont la demande était vraiment, j'y ai adhéré éthiquement. Et puis d'autres qui étaient des médecins qui avaient par ailleurs de bons revenus, qui à titre précaire de temps en temps travaillaient pour ces labos et qui profitant de la faille se disaient mais pourquoi pas moi aussi. Et face aux tribunaux, ils gagnaient comme les autres. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait des cas de salariés qui humainement m'émouvaient beaucoup et dont on n'arrivait pas à sortir un résultat judiciaire, et à l'inverse, des gens dont on savait qu'ils étaient pas forcément de grande bonne foi, mais qui étaient dans une case juridique qui leur permettait d'obtenir beaucoup plus que d'autres. Et donc assez rapidement, j'ai fait le deuil de l'idéalisme du bon et du méchant, et où je me rends compte que sur chaque dossier, une analyse humaine donne pas forcément le résultat qu'intuitivement on va pouvoir penser par une analyse idéologique des choses. Mais il faut quand même avoir cette analyse d'abord. C'est pas qu'il faut pas regarder structurellement ce qui se passe. Mais après, individuellement, parfois c'est un salarié qui a tort, parfois c'est un employeur qui a tort, et je ne pense pas qu'il y ait une règle générale. Par contre, il y a une vraie guerre. Et il y a vraiment une guerre avec des clans et avec chacun qui utilise ses armes. Et ça ne me gêne pas d'être un pirate dans cette guerre et d'assumer d'être une forme de mercenaire qui est embauché par ceux qui veulent. Et je ne m'interdis ni de défendre quelqu'un à perte, parce que son combat idéologiquement m'intéresse, ni de défendre pour de l'argent un employeur dont moralement ou humainement je n'approuverai pas, mais pour lequel je fais mon boulot, pour lequel je suis bien payé, et j'arrive à dormir avec sans souci.
dernière, un avocat qui assiste un prévenu devant le tribunal correctionnel Aix-en-Provence. Et il s'avère que le client de l'avocat est cas contact Covid. Donc l'avocat prévient le président que il doit être à l'isolement, il ne peut pas se déplacer, et qu'il va demander le renvoi. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs autres prévenus dans la même affaire, puisque c'est un trafic de drogue, donc on va juger tout le monde ensemble. Il arrive à l'audience, il propose, le proc hésite entre le renvoi général et la disjonction, mais se rend bien compte que de toute façon, on ne peut rien faire d'autre que l'un ou l'autre. Et le président dit non. Pas de disjonction, pas de renvoi, tout sera plaidé. Alors l'avocat dit c'est impossible, mon client il veut être entendu, enfin il risque 20 ans de tôle, il y a un moment où vous pouvez pas dire tant pis pour lui, alors je vais l'appeler et je vais le faire venir. Alors le président devient fou et dit mais non, il rentre pas dans la salle s'il vient, Covid, le président commence à être paniqué. Il dit alors renvoyez, si vous voulez pas qu'il vienne, mais vous pouvez pas me dire je vais tenir l'audience et il va être jugé, mais je veux pas le voir. Le président s'énerve, fait virer l'avocat par les flics, ça s'énerve de partout, il y a 1 ou 2 suspensions d'audience, il y a le bâtonnier qui intervient, on fait renvoyer au lendemain, le lendemain le président maintient le procès. Les avocats sortent de la salle, il n'y a plus que le bâtonnier dans la salle qui dit que quand même on pourrait leur poser la question de savoir s'ils veulent pas un avocat commis d'office, parce que là pour l'instant ils ont personne. Le président interroge les différents prévenus en leur disant que les avocats ça sert à rien, c'est des filous qui pourraient faire sans. Il y en a une partie qui demande des avocats, d'autres qui en demandent pas. Et au final, il tient son audience, il juge les gens sans avocat. Alors, pour s'en sortir, au final, la sentence est relativement clémente, pour dissuader les gens de faire appel, et puis pour montrer qu'il n'est pas complètement fou, et que finalement il avait raison, les avocats ne servent à rien. Sauf qu'entre-temps, on a quand même allègrement violé le droit des gens à être défendus par un avocat dans des conditions normales, c'est-à-dire avec des avocats qui ont le temps de préparer le dossier, qui connaissent leur affaire, qui peuvent conseiller leurs clients, et quand il y a un problème, notamment médical, qu'on trouve une solution, mais que la solution, ce ne soit pas de juger quelqu'un sans avocat ou sans lui. Du côté des avocats, ça crée vraiment une grosse émotion, parce que à la fois ça touche à des vrais principes, à des principes qui sont vraiment fondateurs du droit à un avocat face à un juge et du droit à un procès équitable, et qu'en plus ça arrive à un moment où se cristallise le fait que depuis des années, le gouvernement, les institutions poussent à ce qu'il y ait de moins en moins de plaidoiries et de moins en moins de moments d'audience. Et on a augmenté toutes les possibilités de faire juger les affaires sur pièce, sur dossier, de refuser les plaidoiries, de refuser la présence des avocats, parce qu'on considère que l'audience fait perdre du temps, que l'audience ne sert à rien, que l'audience consomme des crédits de la justice, que l'audience consomme des crédits de magistrats. Et chaque fois qu'on peut créer des possibilités de supprimer les audiences, on le fait. Et on n'a pas arrêté dans toutes les réformes de procédure, avec en plus le Covid, où là on a fermé les juridictions et on a dit dès que vous pouvez vous passez outre, mais on est allé jusqu'à des mesures qui ont été censurées par le Conseil d'État, parce que il y a un moment où on voulait faire passer en jugement des gens par visio qui étaient détenus, qui entendaient à peine ce qui se disait, et où le type se voyait juger devant un écran, où on a entendu un mot sur 2 de ce qu'il a dit, et où le président, pareil. Mais c'est une tendance générale et qui rentre dans la tête des magistrats, et même de très bons magistrats. Je suis désespéré dans une des cours d'appel que je fréquente que la magistrate qui est la plus compétente sur le plan juridique en droit du travail, et très souvent d'ailleurs plutôt pro-salarié, interdit toute plaidoirie.
vous ne pouvez que déposer vos conclusions et vos pièces. Alors oui, les arrêts sont très bien faits, et elle étudie ses dossiers et elle rend des très bonnes décisions. Mais malgré tout, même quand vous gagnez, pour les clients qui sont les premiers concernés par l'affaire, souvent, pour un salarié, c'est l'affaire d'une vie qui est jugée. C'est pas souvent qu'on fait un procès à son employeur. Et de ne pas voir à un moment, ce moment cathartique, où symboliquement l'affaire est exposée à un juge et on a vu que le juge a entendu ce qu'on lui a dit, a pris en note avant de prendre sa décision, c'est très important. Et c'est vraiment dommage, on va de plus en plus vers une justice qui se déshumanise de ce côté-là. On assiste depuis longtemps à cette tendance à la disparition ou à la réduction au maximum des audiences en matière judiciaire. Et ce phénomène se couple avec l'idée de la nécessité d'un traitement rapide de ce qu'on appelle la petite criminalité. Savoir qu'il y aurait un besoin politique, une réponse à la petite délinquance, à l'insécurité de rue, ou ce genre de concept qu'on entend assez régulièrement dans les médias, et dont la solution a été pendant un moment de dire sévérité, on va augmenter les peines, les emprisonnements, mais les prisons sont pleines, et où il y a maintenant une bonne vingtaine d'années, on a trouvé comme palliatif ce qu'on appelle la comparution immédiate. Et alors la comparution immédiate, c'est assez peu connu, et pourtant c'est quelque chose qui est pivot dans la procédure pénale, parce que c'est par là que se traite le contentieux de masse de la petite délinquance. Pour faire simple, la vraie justice, celle qui donne toutes les garanties aux justiciables de pouvoir se défendre et qu'un innocent ne soit pas condamné sans preuve et sans un mécanisme très rigoureux d'application de la loi pénale, par exemple qui s'applique aux affaires politiques, aux affaires en col blanc, etc. Ce sont des affaires qui passent par l'instruction. C'est-à-dire qu'à un moment, on considère que c'est compliqué, ou alors ce sont des personnes importantes, ou alors on est face à des gens où on ne peut pas se permettre d'être dans l'approximation, et donc on va nommer un juge indépendant qui va faire toutes les démarches d'enquête avant d'arriver au stade du procès. Et donc au moment du procès, les parties vont arriver avec l'ensemble des éléments qui ont été accumulés sur un temps relativement long pour permettre d'établir une vérité judiciaire. Dans le cas du vol à l'arraché dans la rue, on considère que c'est du temps perdu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire, à un moment, il y a une flagrance. Donc, un policier va être témoin d'un fait qu'il va considérer comme délictuel. Ça va être l'occasion de placer la personne en garde à vue, c'est-à-dire de l'amener au commissariat et puis de le garder sous le contrôle de la police pendant 24 ou 48 heures. Et à l'issue de cette garde à vue, on va immédiatement le déférer devant le tribunal, ce qu'on appelle une comparution immédiate, et on va lui dire, alors, tu as le choix, soit on te juge maintenant sur ce qu'on a dans notre dossier, donc sur les 24 dernières heures qui te concernent, soit tu veux un procès normal comme les autres, avec les droits de tous les autres. Mais si tu le veux, il ne se tiendra pas avant 6 mois, et en attendant, le procureur il va demander à ce que tu restes en tôle le temps qu'on étudie l'affaire. Donc, dans 90% des cas, les gens disent « non, je ne peux pas passer 6 mois en prison en attendant d'être reconnu innocent. » Donc, on va passer directement en comparution immédiate. Et là, on arrive sur des audiences où un juge va voir défiler 20 affaires dans la journée, avec un dossier minimum constitué en 24 heures, un avocat commis d'office qui aura eu 1 heure pour le lire, à peu près un quart d'heure de débat, et pourtant des peines qui vont jusqu'à 10 ans, et où on peut facilement prendre 3 ans d'emprisonnement à l'issue d'une comparution immédiate. Et ça a été ma première, et je dirais pas la seule, parce que j'en fais de temps en temps, une fois l'an, une affaire en pénal.
C'était un jeune dans les émeutes de banlieue de 2005, je crois qu'il y a eu, qui était accusé avec 3 autres ou 4 autres d'avoir jeté un cocktail Molotov sur une MJC. Et garde à vue, comparution immédiate, et tout le monde a pris entre 9 et 20 mois de prison. Alors que le dossier était vide et qu'il a même pas commencé sur une flagrance, c'est-à-dire c'est pas des flics qui ont vu les gars jeter des cocktails Molotov, mais sur un flic qui, croisant un informateur dans la rue, l'informateur leur a dit le centre socio-culturel c'est machin, machin et machin. Et c'est tout ce qu'il y avait dans le dossier. Ils ont été 4 condamnés, moi j'étais pour 1, il n'y a que moi qui ai fait appel. J'ai fait appel et le gars a été acquitté. Mais avant qu'il soit acquitté, le proc a pris la parole et il a dit « Monsieur a fait appel, ces 3 comparses ne l'ont pas fait, innocents ou coupables, ils ont eu raison, parce qu'aujourd'hui ils sont libres. » Alors que, effectivement, quand l'appel s'est tenu, mon client, lui, il était maintenu en détention suite à sa condamnation de première instance. Les autres qui n'avaient pas fait appel ont bénéficié des remises automatiques qui du coup les ont fait sortir avant le procès d'appel du mien. Donc le mien qui a été déclaré judiciairement innocent a fait plus de tôle que ceux qui ont été déclarés judiciairement coupables mais qui n'ont pas contesté. C'est là où j'ai compris que le système est fondamentalement vicié quand vous en êtes à des magistrats qui font du tuning de la peine pour mettre la peine que le prévenu a le moins de chances de contester en appel, vu les conditions qui sont liées à l'appel. Logiquement, son intérêt, c'est de ne pas faire appel. Alors on va lui mettre juste la peine qu'il faut pour qu'il ne fasse pas appel. On en est là de l'optimisation du système judiciaire au détriment de la justice, du droit, des grands principes. La façon dont je le vois, c'est que les juridictions sont plus destinées qu'à juger des affaires exceptionnelles ou des affaires à retentissement médiatique ou à enjeu systémique. Refondre le code du travail, c'est un des grands objectifs de cette loi El Khomri, du nom de notre actuel ministre du Travail. Cette loi, au fond, n'a qu'un seul objectif, qu'un seul but. Sortir d'une société de la précarité. Alors, les lois travail depuis la loi El Khomri, qui est la première qu'on a appelée loi travail, même si elle était déjà d'inspiration macronienne à l'époque, vise à déréguler le marché du travail pour en diminuer le coût. Structurellement, ça fait partie des objectifs qui nous ont été d'ailleurs demandés par l'Union européenne en contrepartie de la bienveillance dont ils font preuve à l'égard de nos déficits publics. Donc c'est l'ensemble des mesures qui a pour but d'y arriver. Au moment de la loi travail, il y a eu une négociation avec les organisations syndicales. Donc déjà, ça s'est fait dans un contexte qui est au moins de dialogue social, mais qui a permis de mettre en avant que la structuration du dialogue social était structurellement défavorable aux salariés, puisqu'elle finissait par inciter à accepter le moins pire des solutions qui étaient sur la table. Au moment de la loi travail, la chose la plus remarquée, c'était la rupture conventionnelle, qu'on a vu se développer de façon très très importante,
et qui juridiquement est plutôt bien sécurisé, à savoir qu'il est très difficile de remettre en cause judiciairement une rupture conventionnelle une fois qu'elle a été acceptée. Après, elle n'est pas forcément utilisée parce que techniquement, elle n'interrompt pas les délais disciplinaires, ce qui fait que ça en fait pas la meilleure des armes lorsque de choix entre une procédure disciplinaire et une procédure de rupture conventionnelle, ce qu'elle aurait dû être à la base, c'était de dire vous n'êtes pas content de votre salarié, vous voudriez le virer, mais vous n'êtes pas sûr que votre motif y tienne super bien, allez négocier une rupture conventionnelle avec lui. Sauf que si on le fait et comme il y a des délais de rétractation, eh ben on peut tomber sur un salarié qui finalement va faire capoter la rupture conventionnelle et on ne pourra plus le sanctionner pour ce qu'on avait constaté parce que les délais de prescription sont passés. Donc techniquement, ça n'a pas complètement abouti au but qui était recherché, mais malgré tout, ça s'est pas mal développé. La ministre du Travail Muriel Pénicaud a présenté ce mercredi en Conseil des ministres le projet de loi d'habilitation qui sert de cadre aux futures ordonnances pour réformer le Code du travail. Une réforme ambitieuse, équilibrée et juste. Dans les deuxièmes lois travail, les principales mesures, ça a été ce fameux plafonnement. Alors on est dans le cadre d'un contrat de travail qui va être rompu pour un motif qu'on sait contraire à la loi. Et la loi vient nous dire que le préjudice que subit le salarié va être limité à un certain niveau en fonction de son ancienneté dans l'entreprise. Donc déjà, c'est le seul domaine du droit où une action illégale, son préjudice, il est capé, plafonné par la loi. Ça n'existe nulle part ailleurs. Et comment s'appelle cette ordonnance ? C'est l'ordonnance sur la sécurisation des relations professionnelles. On sécurise la relation professionnelle en limitant les dommages et intérêts que le non-respect de la réglementation va engendrer. Si on n'est pas au sommet de l'absurdité intellectuelle, mais c'est passé, c'est dans la loi, c'est public, je ne raconte pas des choses qui sont complotistes, et ça passe crème partout, c'est-à-dire que vous avez des intellectuels, des journalistes qui sont face à cette situation, qui ne voient pas l'intérêt de pointer l'absurdité profonde du système, quoi. Mais ce qui est passé complètement sous les radars, c'est qu'auparavant, un des socles du contentieux salarié, c'était que quand vous aviez 2 ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 10 salariés, votre préjudice était au minimum égal à 6 mois. Et c'est ça qui a disparu. Et c'est ça qui a fait le plus d'effet. C'est-à-dire qu'entre le plafonnement des indemnités en fonction de l'ancienneté et surtout la disparition, quasi-disparition du socle minimum, eh bien, tous les salariés qui ont entre 0 et 6 ans d'ancienneté ont quasiment plus d'intérêt de faire un contentieux, même quand leurs droits ont été bafoués. Parce que le coût d'un contentieux, la longueur du contentieux font que, sauf à avoir 15 000 € de salaire mensuel, il n'y a pas grand intérêt à aller faire un procès pour récolter 3 mois d'indemnité à la sortie. L'avocat coûte moins plus cher. Quand j'étais jeune, on m'expliquait la différence des civilisations sur un point de vue très pratique, en disant chez nous le travail c'est organisé, il y a des règles, il y a des valeurs, c'est pas n'importe quoi, et on a pensé y intégrer le travail. Donc j'ai regardé comment il était pensé et intégré, et effectivement on l'a intégré sur un plan marxiste. Malgré tout, c'est-à-dire d'un côté les employeurs, de l'autre côté les salariés, et puis on fait des négociations, et on négocie autour de l'emploi. C'est-à-dire que
Ce qui est en jeu, c'est pas le travailleur, c'est l'emploi. Combien d'emplois l'employeur garantit, quelles sont les conditions de travail sur ces emplois, et après on y met des gens. Ce qui est une façon de raisonner qui est assez cohérente, et qui permet le développement de la négociation collective sur les emplois, qui permet dans les suppressions d'emplois, de pas dire je me sépare de Jean-Michel ou de Robert, mais on a 2 emplois structurellement en trop, et puis derrière on va décider qui est-ce qui subit. Et puis le statut, on était tout d'un coup cadre, et on avait un certain nombre de droits comme un cadre, ou quand on était salarié en CDI, il y avait un socle de droits qui étaient liés à l'emploi qu'on occupait. Et puis je me suis rendu compte que les gens intériorisaient une vision beaucoup plus individualiste du travail, qui est qu'est-ce que je travaille, moi je travaille, qu'est-ce qu'on me doit en échange, comme j'ai travaillé, j'ai le droit à un certain nombre de choses. Et il y avait cette espèce de dichotomie que je voyais de plus en plus se faire entre un droit qui est resté structuré sur cette idée d'emploi et des pratiques de travail qui étaient de plus en plus liées à l'individu. Même pour l'employeur, c'est-à-dire que les employeurs disaient que le problème de l'économie, c'était que la structure de l'économie était vieillissante, pas réactive, pas adaptée, et que eux, individuellement, comme employeurs, ils avaient besoin des besoins très spécifiques qui n'étaient pas remplis par les grandes distinctions d'emploi macro. Ça me paraissait très théorique, mais c'était ce qu'on entendait. Et puis, comment on le voyait se traduire au début des années 2000, ça a été les auto-entrepreneurs. C'est-à-dire que, par exemple, au moment de l'Europe et de la libéralisation internationale, on s'est rendu compte qu'il y avait des transporteurs qui pouvaient avoir des conducteurs roumains ou d'un autre pays, ou polonais, et puis qui traversaient l'Europe, et qui, au final, à un moment, étaient conducteurs en France, en concurrence avec des conducteurs français, sauf que eux étaient payés selon un régime qui était plus favorable pour l'employeur, moins favorable pour le salarié, et du coup gagnaient sur la concurrence. Et donc, face à cette situation, les hommes politiques ont réagi en disant très bien, on va autoriser une forme de dérégulation qui permettra aux salariés, qui avant étaient salariés et qui dépendaient de l'emploi, d'être auto-entrepreneurs et de devenir un prestataire de service de chauffeur routier. Et il y a eu de grandes batailles politiques, et politiquement, la bataille était quasiment perdue, puisqu'il y a eu une loi qui a fait passer la présomption de non-salariat, mais il y a une résistance juridique. C'est-à-dire qu'à un moment, les juges ont dit « Vous êtes bien gentils à faire des lois à droite et à gauche, mais il y a un moment, un principe fondamental. Il est où le repère fondamental qui va me permettre, moi juge, de différencier le vrai prestataire du faux, le vrai salarié du faux, quel est le critère ? Et la loi donne comme seul critère la subordination. Et donc, les juges ont dit, moi je m'en fiche de la façon dont vous appelez la relation, ce que je veux savoir, c'est s'il y a une subordination, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un déséquilibre structurel du pouvoir qui fait qu'il y a une partie qui est contrainte d'obéir à l'autre pendant un certain temps et qui est en son pouvoir. Et ce lien de subordination, il va être la caractéristique du contrat de travail. Et si vous l'avez, vous devez rentrer dans le schéma du contrat de travail. Ça n'a pas plu du tout à beaucoup de milieux patronaux, mais malgré tout, c'était le cas. Et il n'y a pas eu cette explosion des chauffeurs individuels dans le transport, et on en a entendu moins parler. Et puis c'est revenu avec tout le travail dématérialisé, où plein de gens vont avoir une activité souvent petite, souvent précaire, souvent intermittente, qui ressemble à du salariat, mais qui ne va pas être qualifié de salariat, parce que la plateforme ne va pas le qualifier de salariat, et même le salarié ou le travailleur ne va pas forcément avoir intérêt ou envie de faire reconnaître ce statut-là, parce que rentrer dans le statut du salariat, ça veut dire rentrer dans la protection sociale, ça veut dire rentrer dans les cotisations sociales, dans la retraite, dans l'assurance chômage, l'assurance maladie, etc. Donc c'est un coût. Et typiquement, comme on fait ça pour gagner un peu de sous en plus, on a des scrupules à se rajouter des charges.
Donc personne n'en a parlé, on a laissé les choses se faire, jusqu'à un moment où des salariés ont saisi les tribunaux, enfin des chauffeurs ont saisi les tribunaux et ont fait reconnaître cette même jurisprudence qui existait déjà depuis 10 ans que s'il y a un lien de subordination, il y a contrat de travail. 2018, coup de tonnerre, paf, et derrière, réaction, rien. Et ça fait maintenant 3 ans qu'on est dans cette situation. On a de nouveau des arrêts en 2020 qui sont intervenus pour dire le contrat entre un livreur et la plateforme, c'est un contrat de travail à partir du moment où c'est la plateforme qui impose les horaires, qui impose le salaire, qui impose la disponibilité, qui sanctionne la non-disponibilité. On est dans les conditions de subordination d'un salaire. Donc juridiquement, il n'y a plus aucun doute. Sauf que politiquement, personne n'en veut. Les hommes politiques n'en veulent pas, parce qu'ils ne savent plus penser le travail, parce qu'il n'y a plus la moindre pensée politique autour du travail, et ça gêne à gauche, ça gêne à droite, personne ne veut y mettre les mains. Et même du côté des syndicats, il n'y a pas de volonté. Parce que les syndicats, eux, sont structurés autour de l'emploi. Parce qu'ils sont structurés autour d'entreprises qui disposent d'un certain nombre d'emplois structurels autour desquels les négos vont se faire, etc., qu'il y a des permanents qui vont se faire. Donc, ils ne sont pas demandeurs, et non seulement ils ne sont pas demandeurs, mais ils le craignent parce qu'ils se disent, si maintenant on intègre tous ces travailleurs précaires dans le salariat et dans les institutions syndicales, on va avoir des questions d'intermittence, on va avoir des questions de pendant combien de temps on garantit l'emploi, jusqu'où on est flexible. Et c'est des questions où on se rend bien compte que les conditions matérielles d'exercice de ces plateformes numériques nécessitent une énorme flexibilité et du coup les syndicats se disent, si on accepte ces emplois-là dans notre champ de compétences, on va donner l'exemple de recul sur plein de points sur lesquels on se bat dans des grandes entreprises pour pas travailler plus en gagnant pareil, pour pas flexibiliser le temps de travail sur toute l'année, pour pas permettre un certain nombre de dérégulations qui touchent à leur pouvoir d'achat et à leurs conditions de travail. Et donc on est face à une situation qu'on sait illégale, qu'on sait qu'aujourd'hui c'est du salariat, mais dont personne ne veut. Et je regrette que le champ politique ait perdu le salariat comme horizon de pensée. Et surtout pour ne le remplacer par rien d'autre que un vague filet de protection sociale universel avec un vague revenu universel. Et ça nous j'ai l'impression qu'on est en train de construire une société où on n'aurait plus à penser le travail, parce qu'on n'aurait que des consommateurs ou des contractants libres qui vont offrir leurs services à droite ou à gauche, et tout ça n'aurait plus besoin d'être pensé parce que tout le monde aurait une sécu et une retraite qui serait dépendante du nombre d'heures valorisables sur le marché du travail qu'on a échangé au courant de notre vie. Et j'ai l'impression que c'est tout ce le champ politique est capable d'offrir aujourd'hui, alors que je pense que la réflexion sur le travail, le contrat de travail, la subordination, elle est encore féconde et elle peut encore arriver à résoudre beaucoup des problèmes qu'on rencontre, à penser le travail aujourd'hui. Si un gouvernement de gauche social-démocrate arrivait au pouvoir, les mesures minimum qu'il devrait prendre seraient l'extension du salariat à toutes ces zones grises, l'embauche massive d'inspecteurs du travail, une refondation institutionnelle des syndicats. Après, je ne suis pas certain que
ça soit forcément une solution, ni un absolu qui soit désirable. Et moi, je suis plutôt en attente de solutions politiques qui nous permettraient de sortir de cette pensée-là et qui iraient plutôt vers des systèmes de collectivisation des moyens de production. Mais je ne pense pas qu'il y ait une offre politique aujourd'hui dont on peut crédiblement attendre une telle collectivisation, alors que en 81, la gauche est arrivée, ils ont nationalisé les grandes banques. Aujourd'hui, c'est même pas un projet politique qui est entendable dans notre climat politique. Je trouve ça dommage. Cet épisode touche à sa fin. Merci à Frédéric d'avoir accepté notre invitation en mars 2021. Merci à Lucas Gauthier pour l'habillage musical. Et merci à vous pour votre écoute. À bientôt.